Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo comme décrassage après les 4 heures que vous aurez passées à transpirer sur des sujets que je vous ai donnés ce matin. N'oubliez jamais que lorsque l'on fait du sport, après l'effort, ce n'est pas le réconfort qui vient, mais le décrassage. Et donc là, je vous invite à regarder cette vidéo après vos 4 heures, histoire de vous laver un peu la cervelle de tout ce que vous avez pensé dans la matinée. Voilà. Donc aujourd'hui, nous abordons, comme promis hier, un nouveau genre littéraire, n'est-ce pas? C'est le genre science-fiction. Et oui, et oui, et oui, les scénaristes de cette série ne manquent pas d'imagination, donc aujourd'hui, nous allons travailler du côté de la science-fiction, la philosophie-fiction, avec un auteur anglais quasi contemporain de Descartes. Enfin, quand on dit contemporain, c'est-à-dire que c'est la génération suivante. Il doit y avoir une quinzaine d'années d'écart entre Descartes et Monsieur Locke. Alors, pour vous introduire à Locke, je vous convie à lire le texte qui se trouve à la page 236-237 de votre manuel. Et ensuite, nous verrons le texte sur la conscience qui se trouve à la page 27. Donc, je vais tout de suite à la page 236-237. Il est question de la manière dont nous connaissons. Il faut partir de là. Ce qui va opposer de manière, franchement, Descartes et Locke, c'est le fait que, on se souvient que pour Descartes, je connais par inspection de l'esprit. Eh bien, Locke va réagir à Descartes en disant que pas du tout. Notre esprit est une espèce de table rase, ça c'est la manière dont on s'exprime habituellement en latin, tabula rasa, que Locke transcrit par papier blanc, white paper. C'est-à-dire que nous n'avons rien dans notre entendement, rien du tout. Et Locke se pose la question de savoir comment les idées nous viennent-elles. Eh bien, les idées nous viennent, dit Locke, par l'expérience. Vous voyez bien que là, par rapport à Descartes, dont la seule expérience, c'est l'expérience imaginaire du morceau de cire, puis l'expérience tout autant imaginaire de ces manteaux et chapeaux qui passent dans la rue, Locke va opposer très clairement à Descartes l'idée que si nous connaissons, c'est d'abord et avant tout par l'expérience. Ce sont les données de nos sens qui, petit à petit, vont créer en nous des idées. Alors ça, c'est la première chose. Mais attention, attention, il ne faut pas défigurer la pensée de Locke en disant bah, c'est juste un empiriste. Non. Locke est beaucoup plus intelligent que ça. Parce qu'il remarque aussi, et ça c'est le paragraphe 4 à la page 237, il remarque aussi que l'autre source d'où l'expérience tire de quoi garnir l'entendement d'idées, c'est la perception interne des opérations de l'esprit lui-même. Alors ça c'est très nouveau. Pardon. Nous avons vu hier avec Descartes un texte où d'une certaine manière, Descartes introduisait l'idée de cette réflexivité de l'âme qui tout à la fois, lorsqu'elle pense, avec l'éventail de signification que Descartes donne à cette idée de pensée, eh bien, l'âme tout à la fois qu'elle pense, se connaît pensante. C'est-à-dire qu'il y a une opération interne de connaissance dans l'âme qui fait que l'âme se connaît elle-même en tant qu'elle pense et quand elle pense. Et quand elle pense. Ça, il faut s'en souvenir. Eh bien, pour Locke, il va un cran plus loin, on va dire, et il pose une perception interne, je cite le texte, hein, une perception interne des opérations de l'esprit. Lorsque nous pensons, dit Locke, eh bien, nous avons, et là le terme est employé, donc pour nous, puisque c'est la notion que l'éducation nationale nous donne à manger ces jours-ci,
nous avons conscience, ça y est, le terme est lâché, que nous pensons. Chez Descartes, nous connaissons que nous pensons. Chez Locke, nous avons conscience que nous pensons. Cette conscience n'est pas une connaissance. Nous ne savons pas au sens strict, nous ne savons pas que nous pensons, mais nous avons conscience que nous pensons. Lorsque je vais percevoir, dit Locke, quelque chose, donc, lorsque l'idée de quelque chose va se former en moi, eh bien, par la même occasion, je vais avoir conscience que cette idée se forme en moi. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, vous avez conscience que, en réfléchissant sur ces sujets absolument extraordinaires de votre déesse, eh bien, vous avez conscience, en même temps que l'idée se forme en vous, vous avez conscience de cette formation. Mais vous ne connaissez pas l'idée. Vous avez juste conscience de cette formation, c'est-à-dire qu'il y a chez Locke, il y a cette réflexivité de la conscience qui est posée. Nous avons toujours conscience que nous pensons, que nous percevons, que nous croyons, que nous raisonnons, etc., etc., etc. Nous sommes conscients de ces actions et nous les observons en nous-mêmes. Nous en recevons dans l'entendement des idées aussi distinctes que les idées reçues des corps qui affectent nos sens. Là, je viens de citer le texte de Locke de la page 237. Voilà. Donc ça, c'est, j'allais dire, c'est le point de départ de Locke qui est pas opposé, mais qui n'est pas celui de Descartes. Pourquoi il n'est pas opposé ? Parce que dans les deux cas, chez Descartes de manière un peu voilée, chez Locke de manière assumée et claire, il y a ce mouvement réflexif que on va appeler la conscience. Alors, maintenant, je vous convie à regarder le texte qui est à la page 27, sur lequel nous allons passer un peu de temps parce que ce texte est extrait du gros pavé de Locke, c'est-à-dire l'essai sur l'entendement humain. Et puis, dans cet essai sur l'entendement humain, il a eu 2 éditions, et Locke a rajouté, dans la 2e édition, un petit chapitre qu'il a intitulé Identité et différence. Ce petit chapitre va se loger dans le texte, et de manière très curieuse, ce petit chapitre va avoir une descendance extraordinaire, puisque dans ce petit chapitre, Identité et différence, vous avez le noyau de toute la philosophie anglo-saxonne jusqu'à nos jours. C'est très curieux que ce petit texte ait eu une descendance aussi importante. Alors, qu'y a-t-il dans ce rajout de la 2e édition ? Eh bien, Locke se pose une question extrêmement simple au point de départ. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une chose ? Bien. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est identique à elle-même ? Et là, nous introduisons, et Locke introduit cette dimension fondamentale et à la fois complexe, le temps. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est et demeure une et la même dans le temps ? Alors, lorsqu'il s'agit de ma chaise, c'est assez simple à comprendre. Elle est ce qu'elle est, et puis elle ne bouge pas. Alors, elle ne bouge pas par elle-même, c'est-à-dire que je n'ai pas encore vu ma chaise se déplacer dans mon bureau. Les livres que vous voyez derrière moi, c'est pareil, je ne les ai pas encore vus se déplacer sans que moi-même je ne les déplace. Donc là, c'est assez simple. Ça devient un peu plus compliqué lorsque nous allons penser par exemple à un arbre. L'arbre va grandir, il va perdre ses feuilles,
ou pas d'ailleurs, toujours est-il que la substance qui le compose, organique, aujourd'hui on dirait que cette substance, ma foi, mais elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Dans le temps, cet arbre va se régénérer. Bon, mais il ne bouge pas. C'est déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'il reste à sa place. Et là, on a quand même gagné un point, c'est que du point de vue de la localité, lorsqu'il est dans tel lieu, aucune autre chose ne peut être dans le même lieu que l'arbre, que mon arbre. Bon, pareil pour mes livres. Si j'en mets un ici, bah, je ne peux pas en mettre deux à la même place. Il faut que le second soit un peu décalé. Donc, il y a quelque chose de l'identité qui va se jouer dans l'espace. Alors, ça va être valable pour mes livres, pour l'arbre, pour ma chaise, etc., etc. Bien. Alors, on va continuer avec la classification d'Aristote, les végétaux, très bien. Les animaux. Ah, bah les animaux, ils se déplacent. Donc, cette permanence dans un lieu n'est plus jouable pour donner l'identité d'un animal. Et en plus, un animal, du point de vue organique, ne cesse de se régénérer. L'animal, ça perd ses poils, Locke pouvait l'observer. Un animal, bah, ça grandit aussi. Et donc, cette chose qu'on va appeler un animal, alors, qui ne peut plus bénéficier de la stabilité locale, est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier de la stabilité temporelle? Bah, pas trop, parce qu'il grandit, parce qu'il se régénère, etc., etc. Alors, Locke va résoudre le problème en disant, eh bien, si la localisation, pardon, ne peut pas fournir un critère d'identité, le temps, lui, va pouvoir en fournir un. Pourquoi? Parce qu'il y a une existence continue dans le temps. À travers le renouvellement de la substance, alors, quand vous entendez substance, vous n'avez qu'à penser constitution organique d'un animal ou de quelque chose, peu importe. Donc, quand la constitution organique demeure une et la même dans le temps à travers et malgré le changement de ses composantes, ça va, là je m'exprime dans un langage contemporain que vous pouvez comprendre, lorsqu'il y a ce que Locke va appeler un flux constant, continu de cette existence organique, eh bien c'est ce flux lui-même qui va donner l'identité, l'existence de cet animal, un et le même dans le temps. D'accord? L'animal est un et le même dans le temps grâce à cette espèce de continuité organique du flux vivant. Bien, alors on continue. Et l'homme? Ah, et bien c'est là qu'on va commencer un peu à rigoler. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme, c'est comme un animal. Alors, on va dire, bah, il y a cette substance organique qui, elle, rentre dans les catégories déjà posées par l'animal. Donc je suis bien un et le même parce que organiquement, même si parfois je perds quelques cheveux, à mon âge ça commence, bon, il y en a suffisamment pour que ça dure. Mais je reste un et le même du point de vue de ma substance, mais de cette substance organique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, cette substance organique, c'est la condition de mon rapport avec ce qui m'entoure. Et ce rapport avec ce qui m'entoure, ça crée en moi des idées. Ah, qu'est-ce qui fait que je vais être un et le même dans les idées que j'ai? Alors, du point de vue de la constitution de mon âme,
je peux bien penser, comme pour l'animal, n'est-ce pas? On va faire une analogie, que de même que l'animal, et de même que mon corps, bon je le dis, mais il ne faudrait pas le dire, de même que la substance organique qui me compose est une et la même dans le temps à travers tous ces éléments changeants, de même mon âme, qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas trop avec Locke. De même, cette substance pensante, Locke va reprendre l'expérience, pardon, euh, l'expression de Descartes, de même cette substance pensante, je vais pouvoir penser qu'elle est une et la même. À travers quoi? Ben, à travers le changement de ses idées. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idées. Comme nous sommes philosophes, nous ne sommes pas des imbéciles, mais des êtres intelligents. Donc nous pouvons changer d'idée au cours du temps. Changer d'idée, c'est comme cette régénération permanente de mes cellules. Donc je peux bien penser qu'il y a une identité de l'âme qui demeure une et la même. Donc, conclusion de Locke, eh bien, pour ce qu'on va appeler les substances, ce qui va former l'identité de la substance, c'est à nouveau l'expression qui revient, ce flux vivant, vital de l'existence. Il y a un flux continu de l'existence qui est donc un flux dans le temps, qui n'est plus local, qui n'est plus localisable, puisque l'animal se déplace et mon intelligence se déplace aussi dans ce royaume spirituel. Il n'empêche que, dans le temps, il y a bien cette continuité que je peux assigner à ce qui me compose organiquement, que je peux de même assigner à ce qui me compose spirituellement, mentalement, etc., etc. Donc, l'identité d'une substance, de quelque nature qu'elle soit, c'est une identité qui va être comprise comme la permanence d'un flux dans le temps. Bien, nous y sommes, et on se souvient que Descartes avait donné dans la première méditation une espèce de, comment dirais-je, de point de départ à un certain nombre de confusions possibles. Souvenez-vous, je peux douter de mes perceptions, je peux douter du monde qui m'entoure, de sa consistance. Pourquoi? Eh bien parce que la nuit, je rêve. Eh oui. Eh bien, que se passe-t-il? Est-ce que je peux penser que ce flux vital, que ce flux de l'existence dans le temps qui fait l'individu, qui fait que quelque chose, qu'un individu, qu'il pense ou qu'il ne pense pas, etc., qu'un individu reste un et le même dans le temps? Est-ce que je peux penser être un et le même dans le temps, sachant que entre hier soir et ce matin, j'ai dormi? Est-ce que je peux penser être un et le même dans le temps, dans la mesure où lorsque je pense, premier texte que nous avons vu ce matin, dans la mesure où lorsque je pense, j'ai conscience que je pense. Et oui, mais cette conscience que je pense, que je sens, que je suis ému, etc., etc., cette réalité réflexive de l'âme, je l'ai perdue cette nuit. Je l'ai complètement perdue. Ou plutôt, elle s'est réalisée de manière tout à fait différente qu'habituellement. Et donc, qu'est-ce qui va faire l'unité de moi? Il y a un flux d'existence de la réalité organique que je suis. Parfait. Il y a un flux d'existence de ma réflexion. Parfait. Sauf qu'il n'y a pas cette unité
dans ce mouvement réflexif de la réflexion. Je n'ai pas conscience de moi réfléchissant à travers la succession temporelle, donc je ne peux pas établir. Je ne peux pas établir cette espèce de flux continu. Pire encore, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai fait. Je peux bien établir un flux d'existence dans mes pensées. Que je m'en souvienne ou pas, ça n'a aucune importance, attention. Ça, c'est pas ça le problème. Dans le temps, ça marche. Mais cette espèce de réalité complémentaire à la pensée qui est la conscience, et bien là, ça ne marche plus, parce que la conscience va avoir partie liée aussi avec la mémoire, puisque la mémoire, elle est dans le temps. Et si je pouvais assigner une identité, c'est-à-dire un et le même dans le temps, il faudrait que cette conscience soit une et la même dans le temps. Et là, ça ne marche plus. Et là, ça ne marche plus. Vous voyez que là, Locke va nous donner un petit problème à résoudre. Enfin, nous allons le résoudre avec Locke demain matin. On va essayer. Et vous allez voir que là, enfin, nous allons avoir dans cette série dont la trame est assez dramatique, il faut le dire, qui sommes-nous? Eh bien, nous allons avoir dans cette série un petit moment d'émerveillement devant des choses auxquelles vous n'avez certainement pas pensé, à savoir que vous pouvez être 2 ou 3 personnes à l'intérieur d'un même corps, ou bien que votre corps peut être habité par plusieurs personnes. Attention, ça va devenir croustillant. À demain.